Bienvenue à Téléculture, le magazine d'information culturelle de Télé Congo, co-présenté avec Jean-Chel Mapouka. Jean-Chel, la une du journal de la culture. De la 21e journée internationale de l'écrivain africain, l'événement a été célébré en différé à Kinshasa en RDC, ce 14 novembre dernier. Invité de Téléculture, José Stevie Okana, écrivain et auteur du roman « Si c'était toi ». Voilà donc pour la vitrine de Téléculture, Jean-Chel Mapouka. La première actualité à développer dans Téléculture, c'est le café spirituel. En effet, Congo, terre du dialogue interreligieux et de la diversité, tel a été le thème du café spirituel tenu le 13 novembre dernier à Brazzaville. Initié par l'émission Studio 210, la première édition de ce café spirituel a favorisé le dialogue entre les églises, mouvement religieux et spirituel du Congo avec le public. Irénée Miyuna. Cette première édition du café spirituel a rassemblé révérends pasteurs et hommes d'église, vénérables guides et maîtres spirituels afin d'instituer le partage, la conversation, le débat sain, le dialogue, bref, l'amour du prochain, quelle qu'en soit sa religion. Nous organisons cette première édition du Café spirituel. Le thème, c'est Congo, terre du dialogue interreligieux et de la diversité. Nous avons donné l'opportunité aux journalistes que nous sommes et aussi au peuple, ceux que nous appelons peuple sud 210 dans nos téléspectateurs, ou les Congolais, les Brazzavillois, le monde entier, de découvrir ce que sont ces religions qui sont parfois jugées à tort. Il y a beaucoup d'amalgames et donc Café spirituel vient essayer de casser ces amalgames. Un des invités présents à cette manifestation a bien voulu se prêter à notre micro. Ce dialogue, nous l'avions toujours prôné et c'est un début d'une histoire qui peut-être, ma foi, après notre mort, trouvera une autre issue. Nelson Mandela ne disait-il pas ? Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà Josué Stevie Okana, licencié en comptabilité et gestion. Il publiait en 2018 Esquisse d'une société bariolée, un recueil de poèmes. Son deuxième livre, publié l'an dernier en 2019, Si c'était toi, est un roman de 188 pages. Que je l'ai ici, voilà, je peux vous le montrer. Bonjour José Stevie Okana. Bonjour Monsieur Diaz. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais ce qui me frappe à l'instant, ce qui tombe sous mes yeux, ou pendant mes lectures, je me suis beaucoup intéressé au titre de ce roman, Si c'était toi, parce que finalement, à la fin de la lecture de ce roman, on se pose mille et une questions. Oui. C'est quoi ce titre et pourquoi ce titre? Bon, d'abord, le titre porte le nom de l'intrigue parce que ce roman, c'est un polar, d'abord, il faut le souligner. Et dans la nature du polar, les éléments de l'intrigue constituent d'abord le titre. Et j'ai voulu qu'à la fin de la lecture, que chaque lecteur se fasse une réponse, une idée personnelle à lui. Et si c'était lui, que chacun donne une réponse par rapport à son ressenti. C'est un peu ça ce que j'ai voulu faire. Hormis les éléments d'intrigue qui ont constitué le titre, j'ai voulu que le lecteur se fasse une idée, se donne une réponse personnelle. Ce livre, c'est à peu près, on va dire, 7 chapitres, oui. Si je me trompe, 7 chapitres. Et quand on lit le premier chapitre, on se rend compte que ici, il s'agit de l'histoire du père d'une fille. Oui. Il est divorcé de sa maman. Lui, on l'appelle Hakim, c'est un homme riche. Il ne croit pas, c'est un milliardaire en fait, le mot est souligné dans le roman. Il ne croit pas en Dieu. Et un bon matin, il se réveille, il est surpris de trouver sur sa table, à la maison, et donc
un verre, donc un verre vide avec une tache de sang, une ouais. corde nouée qui nous renvoie à un suicide, à une pendaison, Une pendaison, et puis une enveloppe avec en fait une lettre. Lorsqu'il ouvre l'enveloppe, c'est écrit « Et si c'était toi ?» Et lorsqu'on lit ce premier chapitre, avant d'aller au deuxième chapitre, on se rend compte que le monsieur, il est inquiet. Un jour après, il est inquiet, mais il se pose des questions. Qu'est-ce que ce verre fait dans ma maison? Qu'est-ce que cette corde fait dans ma maison? Qu'est-ce que cette lettre fait dans ma maison? Et à qui est adressée cette lettre? Qu'est-ce qui se passe? Il se pose mille et une questions, mais il sort de ses cogitations par un appel. Et c'est sa femme, donc son ex-femme, qui lui dit que l'enfant est dans le coma et il doit quitter New York pour l'Afrique. Pour l'Afrique, c'est un peu ça. Vous avez bien peint ce que j'ai écrit. Monsieur Hakim, qui est un homme respectable, un homme fortuné des USA, qui habite à New York, un matin, à 0 heure, il se réveille, il a des problèmes d'insomnie, il se réveille, il arrive dans son salon pour se servir un verre de scotch, il retrouve un verre taché de sang, comme vous l'avez dit, une lettre anonyme et une corde manie bien nouée. Et tous ces éléments-là lui fait plonger dans un monde de réflexion et de questionnement énorme. Et le lendemain matin, vers les après-midi, il reçoit l'appel de sa femme, de son ex-femme, qui lui dit de vite venir, de prendre un avion, de vite venir à Addis Abeba parce qu'il y a sa fille qui a eu un malaise et sa fille se trouve dans un coma profond. Et donc, les faits se déroulent. Et finalement, lorsqu'on lit le livre, on veut avoir la suite. Je vous l'ai dit lorsqu'on discutait hors micro. On veut avoir la suite des éléments. On se dit, pourquoi cette corde? Comme lui se posait la question aussi, le personnage principal du livre. Pourquoi cette corde? Pourquoi ce verre taché de sang? Pourquoi cette enveloppe? Mais finalement, lorsqu'on a fini de lire avec les 188 pages, on n'a pas de réponse. Oui, on n'a pas de réponse parce qu'on voit juste que ces 3 éléments n'étaient juste que l'introduction pour plonger le lecteur dans un monde assez vaste où on parlait de plusieurs sujets, de différences culturelles et physiques, de problèmes de la richesse qui ne résout pas toujours tous les problèmes et de parler aussi de la Première Guerre mondiale. Avant qu'on parle des différences et toutes ces choses, lorsqu'on laisse le premier chapitre, c'est-à-dire que nous sommes dans l'attente de ce qui va se passer à Addis Abeba, où M. Hakim se dirige, mais j'ai pas envie de dire vous nous faites perdre le temps, mais vous nous faites traîner dans l'avion pour nous faire vivre cette ambiance parce que M. Hakim, il est tourmenté d'abord par les éléments qu'il trouve dans sa table, sur sa table, et ensuite il est inquiet parce que sa fille, son unique fille, est dans le coma, très loin de lui, et il dit, je pense, à 13 000 km. Voilà. Et donc, dans l'avion, finalement, le narrateur, l'auteur, nous éloigne un peu de ces 2 mauvaises nouvelles pour nous peindre l'ambiance du vol où, dans ce vol-là, M. Hakim fait la rencontre, c'est empreint de séduction, etc. Il rencontre une hôtesse sexy, il rencontre une métisse, Kézarian. Voilà. Et en fait, il l'oublie un peu. On a l'impression qu'il oublie un peu ce qui le tracasse. En fait, est-ce que c'est exprès, c'est fait comme ça exprès? Oui, c'est fait exprès parce que j'ai voulu ménager un peu M. Hakim parce que je savais qu'à la fin, il devrait vraiment souffrir. J'ai voulu un peu le ménager pour essayer de lui détendre un peu, pour détendre aussi le lecteur. Je ne pouvais pas directement plonger dans ces soucis vifs sans pourtant passer par cette étape-là pour essayer de le soulager un peu et le ménager aussi un peu. D'accord. Et vous dites dans votre livre que l'amour n'est pas un jeu réservé aux esprits faibles. Voilà. L'amour, ça concerne tout le monde. Et dans ce roman, on nous parle de l'amour. Vous parlez aussi des problèmes de différence, riche-pauvre, noir-blanc, problèmes... de différences physiques. Différences de race, sociale, etc. Finalement, vous perdez un peu vos lecteurs
il risque de ne pas vous suivre parce que ici, au premier chapitre, au deuxième chapitre, on parle de quelque chose. Dans un prochain chapitre, on parle d'autre chose. En fait, moi particulièrement, moi je suis habitué à lire des livres où la première partie, deuxième, et puis je m'arrête. J'ai voulu un peu amener le lecteur à se poser des questions et à vouloir arriver jusqu'à la fin du livre. C'est un peu ça le piège que j'ai eu à faire. Parce que si je ne durais pas dans mon intrigue, le livre ne serait pas intéressant. On a l'impression que ce roman est un recueil de nouvelles avec les mêmes personnages. Avec les mêmes personnages, voilà. C'est bien cela. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, Hakim, lorsque vous parlez de différence, en fait, je vais y arriver. Lorsque vous parlez de différence, quel est le message que l'auteur veut faire passer? C'est le respect et la tolérance. Moi, c'est ce qu'on s'était dit dans les coulisses. Moi, je pense que si nous acceptons au préalable que Dieu créa le monde ou bien l'univers dans toute sa diversité et ses différences, refouler les différences des autres feront de nous des imbéciles. Donc, il y a cette envie-là de faire, comme on dit aux États-Unis, un patchwork avec des métis, des noirs, toutes les races. Et je ne voudrais pas que, parce que le noir est noir et que le blanc est blanc, qu'une culture ou bien une religion prime sur l'autre sous base de sa différence. D'accord. Je trouve que c'est pas bien. En parlant de différence, je vais aller du côté de la régie. Isis Sonyangé, Jean-Claude Gabiza, Tandy Mangani vont nous proposer un clip. Ouais. Le clip, il est intitulé « On ne choisit pas sa couleur de peau ». Ça colle un peu avec ce que vous dites et vous nous direz vos impressions après avoir suivi ce clip, mais surtout écouter le texte. D'accord, merci. Je suis noire et fière de l'être. D'ailleurs, je n'ai pas choisi d'être noire. Mes parents n'ont pas choisi d'être noirs. Personne dans le monde ne peut choisir sa couleur. Aucune race n'est suprême à l'autre. Nous sommes simplement tous des humains issus de notre maman humanité. Aucune race n'est suprême à l'autre. Nous sommes simplement tous des humains issus de notre maman humanité. We are not the enemies. We need your man right. We need your man right. We need your man right. L'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir. Josué Stevie Okana, réaction après avoir écouté. C'est de la différence, c'est très bien. C'est comme ce que je venais de dire, je suivais le test. Les différences physiques et sociales existent, mais prétendre qu'un peuple ou une religion est supérieure à l'autre par sa différence, c'est ça ce qui n'est pas bien. Et c'est ça ce que j'ai pu... Alors, nous vous gardons, on va continuer à décortiquer votre roman. Publié en 2019, on le rappelle. Si c'était toi, un roman de 188 pages. Et vous, l'auteur, vous êtes Josué Stevie Okana, auteur congolais, et c'est votre deuxième publication. Bonjour, Pasteur Villa. Bonjour. Le clip que nous suivons en ce moment, nous écoutons en fait dans le fond sonore. Il s'agit de votre fille. Finalement, vous devenez, vous ajoutez à votre costume de pasteur celui de manager. Vous managez votre fille. Oh non. Excellence Villa. Non, mais pas manager, mais tant soit peu, on peut apporter quelque chose de plus pour amener une fille à un niveau de béatitude, par exemple. C'est elle qui écrit ou c'est vous qui lui faites chanter ce que vous avez écrit? Bon, mais en fait, c'est cette chanson,
En tout cas, ça, c'est pas moi. Et vous en a plus. Oui, justement. Mais elle fait rien sans me consulter. Ça, c'est déjà un grand boulot. Parce que là, elle rejoint comment on va les appeler, les acteurs de la Renaissance africaine, de la revendication noire. Elle rentre dans ce combat-là. Non, Vous allez perdre votre fille bientôt. Non, justement, non. C'est la confusion. Justement, les gens, ils interprètent mal le message. Pour moi, je pense qu'elle contribue à l'épanouissement du monde, à l'équilibre total du monde. Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait dans cette chanson? Elle veut nous montrer que tous nous sommes égaux et donc la couleur n'est pas un vice. La couleur, justement, c'est une façon de s'identifier. Et donc, nous tous, nous formons ensemble noir, blanc. En tout cas, c'est la diversité et ça fait la différence. Voilà. Et Espérance Villa, Excellence Villa, c'est ça? Oui, Excellence. Excellence Villa, elle a combien d'années d'expérience dans le chant? Bon, Excellence Villa a un grand parcours parce qu'elle-même, elle compose aussi des cantiques. Elle compose, elle traite, elle arrange. Voyez-vous. Bon, moi aussi, par la grâce du Seigneur, je ressens aussi des cantiques spirituels qu'elle a chanté aussi avec sa sœur, les deux sont en France là-bas. Mais Excellence Villa et sa sœur, donc Excellence a commencé à l'âge de 2 ans. À l'âge de 4 ans plutôt. Voyez-vous comment, depuis fort longtemps, ce grand parcours, et elle s'est donnée dans la chanson. Là-bas, qu'est-ce qu'elle étudie en France? Bon, en France, elle fait le droit, elle fait le management. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle mélange les pinceaux et qu'elle se perde, qu'elle penche un peu plus pour la musique et que les études, ça ne marche pas? Non. Pour elle, j'ai pas d'inquiétude parce que c'est une fille vraiment équilibrée, une fille assise. C'est donc, elle étudie bien aussi, elle avance bien, il n'y a pas de problème. Plutôt, elle fait les choses correctement. D'accord. Jean-Michel Mapouka, retour sur l'actualité de cette semaine, notamment la journée internationale de l'écrivain africain. Oui, en effet, la journée internationale de l'écrivain africain, initialement célébrée le 7 novembre de chaque année, l'a été finalement le 14 novembre dernier à Kinshasa, en RDC. Un événement qui vise à valoriser les œuvres littéraires du continent. Cet événement a connu la participation du ministre congolais de l'enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoi. Le point dans ce reportage de Herman Babiessa. Après le rendez-vous de Brazzaville, la journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée en différé le 14 novembre 2020 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ici, dans cette salle, les amoureux de la littérature sont venus non seulement pour approfondir leurs réflexions sur les œuvres littéraires africaines, mais aussi pour participer à la présentation du livre « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais » de l'écrivain Pepin Guillaume Monjolo, ministre d'État en charge de la coopération internationale, de l'intégration et de la francophonie. Invité à ce rendez-vous culturel, le ministre de l'Enseignement supérieur Bruno Jean-Richard Itoi et Léon-Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, ont salué cette initiative qui consiste à créer une passerelle culturelle entre Brazzaville et Kinshasa. Il y a quelques jours, nous l'avons fait à Brazzaville. Nous avons eu l'honneur, le plaisir d'avoir comme invité d'honneur le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, l'intégration nationale et la francophonie. Et aujourd'hui, on est très heureux qu'il ait pris le leadership. Il écrivait lui-même, visiblement, il est mécène, il est féru d'art, féru d'histoire, qu'il ait pris le leadership pour organiser cette journée ici. Nous avons voulu montrer que la solidarité entre les deux pays, les deux capitales les plus proches au monde, devait s'exercer aussi dans ce domaine, dans le domaine des œuvres de l'esprit, dans le domaine des lettres, dans le domaine de l'écriture. La révolte métaphysique d'un jeune Congolais est une thérapie qui incarne le changement. Voilà, merci Herman Babiessa pour ce reportage. Et moi, ici, sur ce plateau, j'ai une phrase, une belle citation tirée de la page 55 du roman de notre auteur Josué Stévie Okana. Le roman, c'était Toi. Et je lis ici: le sourire d'un homme malheureux, c'est son espoir de revivre le bonheur un jour. Explication? Oui, bon, j'ai pas beaucoup d'explications parce que c'est ce qui m'est venu comme ça, mais sinon, c'est sa foi en fait. Il garde sa foi dans son sourire. Alors,
pour continuer à parler, pour aller dans la trame justement de ce roman, Et si c'était toi, après, en fait, dès son arrivée à Addis Abeba, dans l'avion, Hakim fait connaissance de Kézière. Vous l'appelez comment? Kézarian. Kézarian, voilà. Je n'arrive pas à prononcer ce nom-là. Une grave. métisse. En fait, elle est atteinte de vitiligo. Vitiligo. Vitiligo, voilà, c'est le vitiligo. Et donc, ils font connaissance. Et arrivé à Addis Abeba, ben, ils se séparent, chacun prend sa route. Lui, il va voir sa fille qui est dans le coma. Et finalement, il retrouve Kézaria dans cet hôpital. Elle est médecin là-bas. Et il va essayer de naître entre les deux une espèce d'histoire d'amour, mais à la fois l'ex-femme de Hakim joue un peu les jalouses. Et vous surfez un peu sur cette histoire, cette espèce ou semblant d'histoire d'amour. Oui, mais déjà, il faut reconnaître que Anna n'a jamais été l'autre là. Elle a toujours été amoureuse d'Hakim et c'est pareil pour Hakim. Lorsque Hakim rencontre Kézarian, il se retrouve en fait dans cette femme suave qui est infirmière, intelligente, polie, serviable. Et il se retrouve dans cette femme-là et a des intentions déjà envers cette femme. Et Anna joue les jalouses, oui, c'est vrai. Alors, et de fil à aiguille, dans cet hôpital, Hakim fait la rencontre parce que Hakim, c'est un milliardaire. Si on va dans le contexte, lorsqu'il quitte New York, il ne prend rien. Certainement, il ne prend que sa carte bancaire. Il met un habit, il est méconnaissable parce que c'est un grand homme aux États-Unis d'Amérique. Et lorsqu'il se retrouve à Addis Abeba, il doit trouver de l'argent. En fait, il doit aider une femme parce qu'il arrive quelque part, il rencontre un petit, on l'appelle Salem. La maman de Salem souffre du cancer du sang. Cancer du sein. Oui. Cancer du sein. Et donc, mais elle n'a pas de moyens. Elle est à l'hôpital. Elle ne sait pas comment il faut faire. L'opération, ce n'est même pas dans son agenda. Elle est là simplement comme ça parce qu'elle n'a pas d'argent. Là aussi, c'est un message pour nous dire que lorsqu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas se soigner. Et Hakim, qui a sa fille dans le coma, milliardaire, il se lie d'amitié à ce petit-là, Salem, et il découvre que la mère de Salem n'a pas de moyens. Aussitôt, illico, il s'en va chercher la Banque internationale américaine pour retirer de l'argent. Il doit payer, je pense, près 17 000, c'est combien quelque chose autour de 10 000 $, quelque chose de ce genre, pour aider la femme, pour sauver la vie de cette femme, parce qu'il s'est dit Salem ne peut pas rester orphelin, parce que lui-même, Hakim est orphelin de père et de mère. Et Salem a déjà perdu son papa, et il ne veut pas qu'il perde sa maman, il n'a que 10 ans. Il fait tout, il paye, il gère les frais, comme on dit, entre guillemets. Et finalement, le jour de l'opération, avant l'heure H, juste à quelques secondes près, la dame, elle meurt. Quel est le message que vous voulez faire passer là, en fait? C'était la générosité d'Hakim. C'est un homme qui a sa fille dans le coma et qui peut encore aider les gens. C'est très rare. C'est un milliardaire qui vit comme un homme ordinaire. Il n'a pas sa casquette de milliardaire. Il peut aider les gens. Il peut tendre sa main à n'importe quel moment, même dans les moments de souffrance. C'est ça le message. On peut être riche, mais savoir tendre la main à celui qui est plus bas. Pendant que la maman de Salem meurt, lui décide d'adopter Salem, qu'il trouve très intelligent, très intéressant. Les deux, et ça s'entend très bien. Entre-temps, sa fille, Luna, qui est dans le coma, essaie de montrer des signes de vie ou de survie. Mais finalement, il va perdre aussi cette femme. Cette fille, c'est un homme malheureux en réalité. Oui, très malheureux. Très malheureux. Il a beaucoup d'argent, il est milliardaire, mais il ne peut rien acheter. Il a voulu aider la femme qui souffre du cancer de sein, il donne de l'argent, mais la dame, elle meurt avant même qu'on fasse l'opération. Elle a un AVC. Sa fille, dans le coma, meurt finalement. Il n'a pas de femme parce qu'il y a Kézaria qui l'aime. Finalement, Kézaria, par concours de circonstances, il découvre que c'est sa propre sœur. C'est sa propre sœur. C'est un peu ça. Et donc, il est un peu déçu, en même temps, il est content. Il perd sa fille, comme lui-même le dit, il perd sa fille, mais je gagne une sœur. C'est un peu ça. Il gagne une sœur, mais
il reste malheureux parce qu'il voulait que cette sœur soit sa femme en réalité. Oui. L'histoire d'amour est en train de naître. De toutes les façons, il sera toujours malheureux. Hakim sera toujours malheureux durant toute sa vie. Et puis, lorsqu'on va aller un peu plus loin, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Il sera toujours malheureux durant toute sa vie. Même s'il gagne sa sœur, il sera toujours malheureux. Alors, donc, lorsqu'on regarde, donc, nous sommes toujours dans cette trame-là, on oublie, là, vous voyez que nous rentrons dans autre chose et nous oublions les 3 éléments clés en réalité de ce roman qui sont le verre taché de sang, la lettre et puis la corde. On oublie ça. Et là-bas aux États-Unis, pendant que lui est là, sa secrétaire s'inquiète parce qu'il est parti sans prévenir. Voilà, sans prévenir, sans crier gare. Et donc, on s'inquiète et la police arrive. La police arrive chez lui pour une perquisition, quelque chose comme ça. Et la police découvre, l'inspecteur découvre ces éléments sur la table. Oui. On se dit, monsieur, est-ce qu'il est lié à la mafia? Est-ce qu'on se pose des questions? Oui. Et la police découvre un cadavre sous son plancher de la cuisine. Expliquez-nous ça, qu'est-ce que c'est en fait? Bon, c'est le commencement. Cette partie n'est pas mentionnée dans le bouquin. Au préalable, Hakim était d'abord marié avec Anna dans une même maison et avait un meilleur ami qui s'appelait Roy. Et un jour, Hakim au travail, c'est un homme très occupé. Lui, ce qui lui passionnait, c'était d'abord les affaires et son argent. Donc, il n'était pas trop à la maison. C'était un homme passionné du travail. Roy s'amourachait avec Anna. Et un jour, la babysitter de Luna, qui est Madame Mort, son nom c'est Mort, un jour, elle surprend Roy et Anna dans le lit conjugal d'Hakim. Et elle essaie de s'échapper pour fuir et elle fait une mauvaise manœuvre, elle tombe sur les escaliers, elle se fracasse la tête et elle meurt. Et elle et Roy décident de l'inhumer carrément sous le plancher de la cuisine. Et voilà, ni vu ni connu. Et donc, Hakim habite cette maison sans savoir ce qui se passe. Et c'est la police qui découvre un corps momifié, en fait, on va dire une momie. Oui. Et on accuse en fait Hakim. Ouais. Lorsque Hakim quitte, après ses malheurs en Éthiopie, il repart aux États-Unis et il est accueilli par la police. Un interrogatoire musclé. Ouais. Il est accusé de meurtre, etc., jusqu'à ce que sa propre ex-femme revienne avouer le crime. Ok? C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. La leçon de l'histoire? C'était pour montrer un peu la démocratie américaine. Hein. Tu peux être fortuné, directeur, ministre, vice-ministre, mais lorsque tu as des problèmes avec la justice, elle te rattrape toujours. Et s'il faut corriger, elle te corrige. Merci beaucoup. Et donc, c'est une histoire passionnante à découvrir dans Si c'était toi, un roman de 188 pages, signé Josué Stevie Okana. Où peut-on se procurer ce beau roman? Pour le moment, le livre est en rupture pour des raisons que je ne saurais expliquer ici, mais nous nous battons pour le remettre sur le marché. D'accord. D'autres perspectives d'écriture? Oui, j'ai 2-3 idées dans ma tête qui peuvent accoucher d'un roman ou d'une saga encore, mais pour le moment, je ne peux en dire plus. Des contacts certainement pour peut-être être en contact aussi avec d'autres écrivains ici ou ailleurs. Vous avez une page Facebook, etc. Oui, j'ai une page Facebook qui est Stevie Josué Okana, auteur. Et j'ai mon numéro de téléphone, le 06 931 12 09. D'accord. Jean-Michel Mapouka, l'association Bantou Culture, on en parle dans Téléculture. Les œuvres de l'association, les œuvres de l'artiste peintre congolais Junior Soko sont exposées au hall du CNR TV. Il s'agit des portraits des chefs d'État de 1960 à aujourd'hui. Une initiative de l'association Bantou Culture que dirige Cheryl Otsamingi. Le vernissage de la dite exposition intitulée La République du Congo, une vie, un parcours, un destin, avait lieu le 17 novembre dernier. Nelson Zao, reportage. On se croirait au jardin de l'Olympe où les dieux de la culture contemplent le talent de leur fils Junior Soko à travers les portraits des présidents du Congo. Des portraits faits à base de sable. J'ai eu à travailler pendant 3 mois pour la réalisation de ces 13 tableaux. C'est du sable fin que je mélange avec de la peinture
Après avoir fait le dessin au crayon, je peux alors mettre les couleurs, les teints. Initié par l'association Bantou Culture et réalisé avec l'appui des culturels engagés, cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 ans du Congo. Le Congo, notre pays, depuis 1960, année de son indépendance, a connu plusieurs présidents que certains de nos jeunes savent, bien qu'à l'école, l'histoire nous l'enseigne. Pour cette raison, l'association Bantou Culture a eu le plaisir de bien vouloir honorer cet événement en présence d'un échantillon d'élèves afin de remémoriser à travers ces tableaux des 6 présidents qui ont fait l'histoire du Congo. À travers cette exposition qui a pour thème la République du Congo, une vie, un parcours, un destin, les participants ont eu la chance de mieux connaître les présidents congolais. Voilà, c'est la fin de ce Téléculture. Un petit mot, Pasteur Sage Espérance Villa, rapidement. Non, mais je voulais aussi encourager les musiciens congolais. Voyez-vous que parfois ils ne sont pas soutenus. Pour moi, c'est leur encourager, leur dire courage, aller de l'avant. Il y aura toujours un jour où la chose peut aussi aller de l'avant dans la musique. Merci beaucoup. On peut se terminer en beauté avec le fond sonore de Kumisama, de nos amis les guerriers du Christ, si possible. Voilà, on lui place ce générique. Cette belle musique nous fera du bien quand même. Merci à José Stévi Okana, Jean-Chel Mapuka, à la réalisation, Tandy Mangani, toute son équipe. Merci au pasteur Sage Espérance Villa. Yo